Fin aujourd'hui de l'atelier de formation des journalistes sur le thème traitement de l'information en période électorale. Détail dans ce journal. Ensuite, un concours d'entrée à l'école de formation professionnelle privée au métier de la sécurité a été organisé aujourd'hui à Niamey. Précision dans cette édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition d'information. Tout d'abord, retenez que l'ONG Vie Kandé Nibera, suspendue l'an dernier, va reprendre ses activités. Par arrêté numéro 670 du 30 septembre 2015, le ministère de l'Intérieur a levé la suspension de l'autorisation d'exercice infligée à l'ONG dénommée Volontaire pour l'intégration éducative Vie Kandé Nibera, suspendu pour 2 ans à compter du 2 mai 2014 pour faute grave. L'ONG est autorisée à reprendre ses activités suivant les objectifs spécifiques tels que définis par ses statuts et se conformant aux lois et règlements de la République à compter de la date de la signature du présent arrêté. Ensuite, je vous donne lecture de cet extrait du communiqué de presse du ROTAB sur le secteur de l'uranium. Après plusieurs mois de négociations opaques et difficiles, le ROTAB a eu accès à l'une des conventions régissant les contrats miniers d'Areva au Niger, contrats qui permettent à l'entreprise française de bénéficier d'exonérations fiscales en violation de la réglementation en vigueur et au détriment de la population nigérienne qui compte parmi les plus pauvres au monde. Cette convention concerne le site de Somaïr, la plus grande des 2 mines qui fournit plus de la moitié de l'uranium du pays. Elle a été signée le 16 juillet 2015 entre Areva et le Niger pour la poursuite de l'exploitation de l'uranium pendant 5 ans. Ce document détaillé confirme plusieurs des inquiétudes que le ROTAB avait déjà soulevées au niveau de l'accord de partenariat stratégique, document signé le 26 mai 2014, qui ne comporte aucune valeur juridique. Cette convention de la Somaïr est tout d'abord au-dessus des lois nationales et réglementaires. Elle s'affranchit clairement des règles fiscales existantes en précisant qu'elle prévaut en cas de contradiction sur un objet donné entre la réglementation minière et la convention, ce qui est contraire à la hiérarchie des normes. Plusieurs exonérations importantes sont maintenues en violation de la loi minière 2006-026 du 9 août 2006 et du règlement numéro 18-2003 CM-IOMOA du 23 décembre 2003 en phase d'exploitation à des produits spécifiques tant pour le régime fiscal que douanier. Le processus de réhabilitation de la mine est par ailleurs lacunaire. Cela pose un problème pressant alors que la Somaïr est aujourd'hui clairement en fin de cycle et devrait cesser ses activités à moyen terme. La question de la restauration du site doit être centrale, plus détaillée, avec notamment un plan de réaménagement chiffré et figuré au cœur de la réforme du code minier nigérien. Enfin, plusieurs engagements mentionnés n'engagent pas vraiment Areva en matière de contenu local ou d'emploi des Nigériens. Il n'y a aucun objectif chiffré ni de calendrier précis pour la mise en place de dispositions trop vagues, autant qu'il est possible dans la mesure où, alors que des plans sociaux ont déjà affecté durement le personnel de la Somaïr et de la Cominac. Au vu de ces éléments, le ROTAB demande au gouvernement nigérien la publication au plus vite de la convention du site Somaïr au journal officiel comme l'exige la constitution nigérienne. Le Niger et Areva doivent être transparents sur le processus de négociation et informer l'opinion publique des avancées sur les 2 conventions suivantes de la Cominac. Niamey le 30 septembre 2015 pour la coordination exécutive du ROTAB, le coordinateur Ali Idrissa. L'atelier de formation des journalistes sur le thème traitement de l'information en période électorale a été clôturé ce matin. Pendant les 9 jours qu'a duré l'atelier, les journalistes participants ont été soumis à un exercice de perfectionnement. Compte rendu Nafisa Zakou et Sadoudoumi. C'est sur une note de satisfaction générale qu'ont pris fin les travaux de l'atelier de formation des journalistes sur le thème traitement de l'information en période électorale. Après 9 jours d'intenses travaux, les participants se disent satisfaits de la formation reçue et ont formulé des recommandations. Nous avons trouvé cet atelier très innovant dans le sens où on a reçu la formation théorique. Donc après la formation théorique, nous avons eu l'occasion d'aller sur le terrain. Donc 4 jours de pratique et
Nous avons eu la chance aussi d'avoir un formateur qui nous a accompagnés tout au long de l'étape terrain qu'on a fait. Donc chacun des journalistes a eu l'occasion d'être accompagné par le formateur M. Henri Vell. Les participants à l'atelier de formation portant sur le traitement de l'information en période électorale recommandent au CSC la poursuite des formations des journalistes sur les thèmes suivants: l'écriture journalistique, radio, TV, presse écrite, les techniques d'interview, les techniques de reportage, les techniques d'animation et de gestion des débats en direct, la formation des techniciens, des monteurs, des promoteurs des médias ainsi que des caméramens sur les techniques de travail relevant de leur domaine de travail respectif, de renforcer les capacités du personnel encadrant, singulièrement les rédacteurs en chef. Le formateur de cet atelier a salué le climat qui a prévalu tout au long de la formation. Le premier élément que je viens d'indiquer et d'évoquer en préambule, c'est-à-dire aller vers les autres, c'est toujours un facteur déterminant. Et ce que j'ai vu pendant 10 jours avec les gens, les hommes et les femmes, ou les femmes et les hommes qui m'ont entouré, me rassure. Parce que j'ai appris, comme ils ont eu la gentillesse de me le dire tout à l'heure entre nous, ils ont appris des choses. Et le deuxième élément est consubstantiel du premier, c'est-à-dire transmettre, accepter le regard de l'autre, la critique professionnelle, guider, tendre la main, conseiller. Voilà des choses qui me semblent fondamentales. En clôturant l'atelier, le vice-président du CSC se réjouit des résultats attendus de la formation. Vous venez d'acquérir les fondamentaux d'une couverture médiatique des élections, je n'en doute point. Vous avez pu produire vous-même des documents sonores et vidéo qui ont été analysés et appréciés en plénière. J'en ai suivi une partie. Vous êtes mieux outillés dorénavant, j'ose l'espérer, pour assurer la couverture des élections avec responsabilité et professionnalisme. J'insiste bien, un journaliste dans sa société se doit d'être responsable socialement et d'être professionnel de par la rigueur qu'il s'impose. Je compte beaucoup sur les résultats de cette formation pour nous permettre d'organiser des élections crédibles du point de vue de la couverture, transparentes et surtout apaisées. Des attestations ont été décernées aux participants à la fin de cette formation, assurée par un expert venu de la France. Le directeur général de la Société nigérienne des produits pétroliers a animé un point de presse. Idi Ango Ousmane apporte des précisions sur le partenariat entre la SONIDEP et la SORAS. Je vous propose de suivre un extrait de son intervention avant de le retrouver en intégralité dans la partie magazine de ce journal. Et je pense que jusqu'à la date d'aujourd'hui, la SONIDEP n'a pas failli à cette mission qui lui a été confiée, bien qu'elle soit nouvelle. Parce que, en tout cas, avant la raffinerie, la SONIDEP ne connaît que l'importation. Mais avec la raffinerie, elle a appris à exporter. Et aujourd'hui, je pense que nous avons une forte demande de telle sorte qu'à des moments, nous n'arrivons même pas à satisfaire notre clientèle. Et c'est ce point, effectivement, du CPP qui concerne l'exportation de produits qui fait l'objet des discussions, qui a fait l'objet de discussions avec la SORAS. Je tiens à vous préciser que le 19 septembre, en présence du Premier ministre, du ministre de l'Énergie et du Pétrole et du ministre du Commerce, nous avons tenu une réunion avec la SORAS, la CNPC et la SONIDEP par rapport effectivement à ces questions d'arriérés. Mais existe-t-il arriéré entre la SONIDEP et la SORAS? Je vous dis qu'il n'y a pas d'arriéré entre la SONIDEP et la SORAS. Il faut que cela soit bien clair. La dernière échéance, je crois, des factures de la SORAS a été payée le 28 septembre, alors le lundi. Donc à la date d'aujourd'hui, nous n'avons pas d'arriéré. Et les prochaines factures ne seront échues que le 4 octobre.
Ensuite, l'école de formation professionnelle privée au métier de la sécurité a organisé aujourd'hui un concours afin de permettre aux jeunes qui le désirent de pouvoir accéder à la formation d'agents de sécurité. Plus de précisions dans le reportage qui va suivre. Tout comme la santé, la sécurité n'a pas de prix. Dans une société en perpétuelle évolution et soumise à de multiples mutations, le souci de la sécurité s'impose afin de trouver des voies et moyens pour assurer la sécurisation des personnes et de leurs biens. Et c'est dans ce sens que s'inscrit la démarche de l'école de formation professionnelle privée au métier de la sécurité qui s'est engagée dans la formation d'agents de sécurité de haut niveau. C'est ainsi que l'EFOPRIMES a organisé aujourd'hui un test à l'intention des candidats qui espèrent suivre la formation d'agents de sécurité. Le test a débuté par des épreuves de culture générale à l'issue desquelles ces candidats ont réagi en ces termes. On a effectué le test et tous les sujets sont abordables parce que le sujet qui nous a amené, c'est 3 sujets au choix. Chacun d'entre nous a essayé de choisir le sujet qui lui apparaît plus abordable. Et on a fait quand même de ce qu'on peut faire, qu'on souhaiterait à ce que chacun de nous puisse passer. Maintenant, dans tous les domaines, si vous regardez, il y a des femmes, maintenant il n'y a pas de métier pour les hommes ou bien pour les femmes. Chacun se cherche. Et puis la sécurité, ce n'est pas aussi seulement d'être civil ou bien de porter des pistolets, de mettre des tenues, comment dirais-je. On peut aussi faire une branche dans le domaine de la sécurité tout en étant assis dans son bureau devant son ordinateur pour surveiller les caméras qui sont au dehors. Par la suite, les candidats ont été soumis à un test physique qui a consisté à l'exécution de divers exercices afin de déterminer leur aptitude. Aussi pour le fondateur de l'école de formation professionnelle privée au métier de la sécurité, l'organisation du test est une initiative très encourageante. On a effectivement organisé un concours de bourse. C'est un concours de bourse pour pouvoir aider cette jeunesse en mal d'emploi. Parce qu'il faut rappeler quand même que 60% de la jeunesse nigérienne vit en situation de précarité. Donc pour nous, la formation professionnalisante est une urgence pour le Niger. Et on veut aider ces jeunes-là qui ont du mal à fonctionner à avoir des coûts allégés. Donc le concours de bourse a eu lieu ce matin, qui était composé de 3 tests. Un test de culture générale, un test psychotechnique et puis un test physique. Et nous sommes très très satisfaits de l'engouement que ça a entraîné. Mais malheureusement, certains sont venus plus tard et on pense même qu'on lancera un second concours. Il est à noter qu'un autre test sera organisé le 10 octobre prochain et cela afin de permettre au plus grand nombre de jeunes d'accéder à l'EFOPRIMES qui au demeurant a besoin de l'appui des autorités ne serait-ce que dans l'octroi de bourses pour accéder à l'école. La section lycéenne et collégienne de la région de Niamey a animé un point de presse en cette veille de la rentrée scolaire 2015-2016. Le but étant d'apprécier les conditions dans lesquelles cette rentrée va se dérouler. Assoumana China et Sadou Doumi pour le compte-rendu. Si pour les autorités en charge de l'éducation, tout est fait prêt pour une bonne rentrée scolaire 2015-2016, l'état d'esprit n'est pas le même chez la section lycéenne et collégienne de la région de Niamey. Vous le voyez, vous tous derrière moi, il y a une lac d'eau qui s'est stagnée lors des saisons pluvieuses. Nous avions choisi cette école pour pouvoir montrer à l'opinion publique nationale et internationale dans quelle situation les autorités veulent faire cette rentrée politique, si je peux le dire ainsi, parce que c'est une rentrée politique. Ce n'est pas cette école seulement, les écoles sont un peu nombreuses et peuplées. Ici, il faut voir en âme et en conscience, c'est un CS. Les camarades lycéens ont occupé les classes construites. Donc les camarades collégiens, ils vont rentrer où? Dans l'eau ou où est-ce que les camarades vont effectuer la rentrée? Donc moi je pense que c'est à cause de tous ces aspects que nous avions choisi cette école pour pouvoir faire la déclaration là-dedans. À cela s'ajoute d'autres problèmes. Nous ne disposons pas des tables bancs, nous ne disposons pas des classes, nous ne disposons pas des professeurs qui peuvent venir nous enseigner. Et je dis bien les classes en matériaux définitifs,
qu'ils parlent dire qu'ils ont construit. Donc moi je pense que les classes jusque-là, les classes restent. Dans 292 classes, dans les 3 ans passés, ils ont eu à construire que 192 classes. Donc moi je pense que ils sont en train de traîner avec nos revendications. C'est comme s'ils voyaient que la section lycée et collège ne veulent pas défendre les intérêts du moment. Nous voulons juste privilégier les dialogues. Ainsi donc, pour la section lycéenne et collégienne de la région de Niamey, les conditions ne sont pas réunies pour un bon déroulement de la nouvelle année scolaire. Une situation que la structure n'entend pas cautionner. Le Niger a célébré le lundi 28 septembre dernier la première édition de la journée de mobilisation contre la traite des personnes. La région de Tawa a été choisie pour le lancement officiel des activités de cette journée. Parmi les formes de traite se trouve la mendicité qui a fait l'objet d'une conférence débat. Le point avec Michel Deji. Lui-même n'étant pas logique, il n'a pas de domicile fixe, qui t'emballe 100, 200, 300 personnes, avec lui, il est obligé de les utiliser à la fin de mendicité. C'est une conférence à travers laquelle le prédicateur a tout d'abord démontré que le respect de la dignité de chaque enfant repose sur la responsabilité de toute la société, à commencer par ses parents biologiques. Pourquoi on se marie? On se marie pour seulement jeter les enfants dans la rue. Malheureusement, vous voyez, Dieu nous dit dans le Saint-Coran, ceux qui n'ont pas la possibilité de se marier, donc ça veut dire qu'ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont qu'à se patienter jusqu'à ce que Dieu leur donne la possibilité, les moyens de se marier. Mais il y a un faux hadith que les gens brandissent. Si tu as une femme et tu n'arrives pas à la nourrir, il faut augmenter une deuxième. Si tu as 2 femmes, tu n'arrives pas à les nourrir, il faut augmenter une 3e. Si tu as 3 et jusqu'à présent tu es pauvre, il faut ajuster la 4e. Ça, c'est pas un crime. Et c'est anti-islamique. Ça, on met en tête ça. Mais malheureusement, on dit, bon, c'est Dieu qui nourrit. On fait des enfants, on n'arrive pas à les nourrir, on les envoie souvent avec les marabouts pour traîner par-ci et par-là. Au Niger, cette pratique s'est transformée en une forme d'exploitation des enfants. Et ceux-ci sont très souvent maltraités physiquement s'ils ne rapportent pas la somme quotidienne qui leur a été fixée. Parce qu'il y a des marabouts même qui fixent. Chaque jour, tu dois amener 100 francs. Après, bon, on verra ce qu'on va faire avec ça. Et jamais tu ne sauras. Ce n'est pas tous les marabouts, mais il y a d'autres qui le font quand même. Ils n'ont même pas de draps pour se protéger. Mais ça, c'est très dangereux. Et on est là en train de regarder ça impuissamment, sans pour autant agir. Mais il est grand temps d'agir. Ce n'est pas seulement de parler, mais il faut agir. On peut arrêter ces massacres. On peut arrêter ces massacres, monsieur le juge. Le procureur de la République, près du tribunal de Tawa, qui a appelé tous les acteurs et les oulémas en particulier, a multiplié les prêches et les sensibilisations pour vaincre cette forme d'exploitation de l'homme par l'homme. On peut dénoncer, et ceux qui ne le savent pas, qu'ils comprennent qu'en réalité, toute forme d'utilisation d'une personne pour tirer un profit, c'est ça qu'on appelle la traite des personnes. Dans tous les cas, une chose est sûre, conviennent les participants, même si les connaissances islamiques sont nécessaires à une bonne éducation de l'enfant, c'est que ce dernier n'a pas à en payer le prix. Et nous savons bien que si nous sommes ici, avons eu la chance d'être ici, pour parler de ça, c'est parce que nous avons eu la chance d'aller à l'école. L'atelier de formation sur le leadership des jeunes au sein des partis politiques a pris fin cet après-midi à Niamey. Formateurs et participants se sont retrouvés satisfaits à la fin de cette formation. Compte rendu Nasser Antofo et Sadoudoumi.
C'est sur une note de satisfaction totale qu'a pris fin cette session de formation sur le leadership des jeunes au sein des partis politiques. Un atelier de formation de 112 heures organisé par l'Institut républicain international IRI à l'endroit de ces jeunes pour une meilleure intégration au sein de leur formation politique. J'ai eu un groupe qui était vraiment extrêmement dynamique, issu de tous les partis qui font le spectre politique nigérien. J'ai trouvé remarquable le fait qu'ils puissent travailler ensemble, sans accroc. J'ai trouvé remarquable leur dynamisme, leur intelligence aussi, parce qu'ils ont très vite capté les différents messages que j'ai échangés avec eux. Donc au final, je dirais que c'est une formation qui est très réussie et qui est très complète. J'espère qu'ils vont d'abord rentrer chez eux tranquillement, en toute sécurité, et qu'une fois chez eux, ils vont pouvoir restituer tout ce qu'ils ont appris, et notamment organiser des séances de formation pour les personnes qui ne sont pas venues jusqu'à Niamey, qui sont restées dans leur localité et qui eux aussi, je pense, ont soif d'apprendre, et pouvoir donner ces formations à ces gens-là afin qu'ils puissent être de meilleurs candidats et d'être mieux insérés dans la vie politique nigérienne. Les participants à cette formation estiment être suffisamment outillés. La campagne électorale, c'est un message. On tente à transmettre un message. Donc on a appris la manière de concevoir ce message-là et la manière de transmettre ce message-là. Donc vous voyez que c'est extrêmement important en cette période de veille de campagne électorale qui s'ouvre au Niger. Nous avons participé à une formation de 72 heures. Cette formation a été enrichissante pour nous parce que ça nous a mieux permis de nous outiller pour notre vie future. On nous a encadré sur la politique nigérienne, aussi sur comment aussi communiquer avec le peuple. En 72 heures, on a retenu beaucoup de choses, entre autres le message et la communication, comment convaincre son public, comment postuler, comment préparer ses candidats aux élections, et la préparation aussi des candidatures et des dossiers pour les candidats, ce qui est très important ici au Niger. Si vous vous rappelez des dernières élections, beaucoup de dossiers des candidatures ont été rejetés, non tout simplement à cause des candidats qui n'ont pas bien rempli les formulaires ou bien qui n'ont pas respecté la procédure de dépôt. Donc à cette formation, on a insisté là-dessus. On a insisté encore comment être un bon candidat, comment choisir le bon candidat, comment les préparer jusqu'à arriver au jour des élections. Une remise des attestations aux participants a sanctionné la fin de cette formation ainsi qu'une photo de famille. Sur le plan sportif, la Fédération nigérienne de football a procédé à partir de ce week-end au renouvellement du bureau exécutif des instances régionales de football. Du côté de la commission électorale indépendante, tout est fin prêt. Compte rendu Ibrahim Tikiré. Le compte à rebours a commencé pour le renouvellement des bureaux exécutifs des 8 ligues régionales de football de notre pays. Le processus qui a débuté le 13 juillet dernier va prendre fin en principe au cours de la première semaine du mois d'octobre 2015. Les élections, je précise, vont se faire sur 3 axes. Alors, l'axe numéro 1, c'est Tillabéri, Niamey-Dosso. Alors, initialement, on avait dit Tillabéri pour le mercredi 30 septembre 2015. Niamey samedi 3 octobre 2015, Dosso mardi 6 octobre 2015, axe de Difa jeudi 1er octobre 2015, Zander samedi 3 octobre 2015, Maradi le 5 octobre 2015, axe numéro 3, Agadez le jeudi 1er octobre, Tawa le samedi 3 octobre. En somme, tout se passe très bien et je peux assurer tous les candidats que la commission électorale se veut comme seul objectif l'application stricte des textes. L'application stricte des dispositions du code électoral de la FENIFOOT, tel est le mot d'ordre à la commission électorale indépendante de la FENIFOOT dirigée par Maître Douma Ibrahim. Le dépouillement ou la validation et l'invalidation de candidature ne peut pas nous amener à repousser les dates. Je vous disais tantôt que si nous arrivait de faire le réaménagement, c'est pour tenir compte
les obligations professionnelles de chacun d'entre nous. En dehors de notre rôle de membre de commission électorale, chacun a ses activités professionnelles et il faut qu'il soit en concordance avec ces obligations-là. Donc un quelconque report ne supposerait pas rejet de candidature de X ou Y, d'invalidation de quoi que ce soit. De toute façon, les textes ont prévu que même si une candidature est invalidée, la personne candidate a la possibilité de faire ce qu'on appelle un recours devant la commission de recours. Maintenant, la commission de recours, elle verra si réellement nous avons respecté les textes ou nous ne les avons pas respectés. Au cas où on les aurait respectés, la commission de recours confirmerait, au cas échéant, la commission donnera raison au candidat. Le renouvellement des bureaux exécutifs des ligues régionales de football de notre pays va donc intervenir ce week-end et la semaine prochaine selon le chronogramme établi par la CEI de la FENIFOOT. Le plus important est que ces élections se déroulent sans aucune ingérence politique afin qu'elles soient crédibles. Pour la Ligue de Niamey de football, l'Assemblée générale élective aura lieu ce samedi 3 octobre 2015. 2 candidats sont en lice à la course de la présidence, Kader Dambagio et Malik Amadou. Nous arrivons maintenant à la partie magazine qui est consacrée au point de presse animé par le directeur général de la SONIDEP qui apporte un éclairage sur le partenariat qui lie la SONIDEP à la SORAS. Très bonne réception et je vous souhaite de passer une excellente soirée. Depuis le lancement de la production de la SORAS, en novembre 2011, la SORAS tenait coûte que coûte à commercialiser le supplément de production de la raffinerie. Mais Dieu merci, avec la vision et la vigilance des autorités de la 7e République, il a été décidé de confier la commercialisation de l'excédent de production de la SORAS à la SONIDEP. Et je pense que jusqu'à la date d'aujourd'hui, la SONIDEP n'a pas failli à cette mission qui lui a été confiée, bien qu'elle soit nouvelle. Parce que, en tout cas, avant la raffinerie, la SONIDEP ne connaît que l'importation. Mais avec la raffinerie, elle a appris à exporter. Et aujourd'hui, je pense que nous avons une forte demande de telle sorte qu'à des moments, nous n'arrivons même pas à satisfaire notre clientèle. Et c'est ce point, effectivement, du CPP qui concerne l'exportation de produits qui fait l'objet de discussions, qui a fait l'objet de discussions avec la SORAS. Je tiens à vous préciser que le 19 septembre, en présence du Premier ministre, du ministre de l'Énergie et du Pétrole et du ministre du Commerce, nous avons tenu une réunion avec la SORAS, la CNPC et la SONIDEP par rapport effectivement à ces questions d'arriérés. Mais existe-t-il arriéré entre la SONIDEP et la SORAS? Je vous dis qu'il n'y a pas d'arriéré entre la SONIDEP et la SORAS, il faut que cela soit bien clair. La dernière échéance, je crois, des factures de la SORAS a été payée le 28 septembre, alors le lundi. Donc à la date d'aujourd'hui, nous n'avons pas d'arriéré et les prochaines factures ne seront échues que le 4 octobre. Donc que les gens arrêtent de politiser cette affaire d'arriéré entre la SONIDEP et la SORAS. Il n'y a pas d'arriéré et que cela soit bien clair. Et nous sommes disposés à recevoir quiconque pour venir vérifier ce que nous sommes en train de vous dire. Donc, mais maintenant, je reviens par rapport à la réunion du 19 septembre qui a été faite au domicile du Premier ministre. Au cours de cette réunion, on a une question. Le Premier ministre a posé la question à la SORAS. Est-ce qu'il y a arriéré entre vous et la SONIDEP? Ils ont dit non. Mais si nous amenons unilatéralement le délai de paiement à 1 mois, il y a arriéré. Mais est-ce que la SORAS peut
unilatéralement décidé de ramener le délai de paiement à un mois, alors que les factures que nous recevons à la date d'aujourd'hui sont à échéance 2 mois. Nous avons les PV de toutes les réunions qui se sont passées ici. Un comité a été mis en place dans lequel, en tout cas, tous les partenaires étaient là. C'était une réunion qui a duré entre le 15 et le 17. Les PV sont là. Donc, il faut que les gens arrêtent de faire de polémique autour de cette question. Nous n'avons pas d'arriéré par rapport à la SORAS. Mais pourquoi alors les gens ne parlent pas d'arriéré entre la SORAS et la CNPC? Au moment où nous n'avons pas d'arriéré, la SORAS a 6 à 8 mois d'arriéré par rapport à la CNPC. Mais pourquoi on n'en parle pas? Nous avons une gestion claire, saine, et nous n'avons rien à nous reprocher. Maintenant, par rapport au deuxième point, c'est par rapport à la gestion de la SONIDEP. Parce que je vois que les gens parlent de mauvaise gestion à la SONIDEP, notamment vous de la presse. Mais je ne sais pas quels sont les critères ou quels sont les indicateurs sur lesquels vous vous basez pour apprécier une mauvaise gestion. En tout cas, je tiens à préciser que nous ne sommes pas des amateurs et la gestion de la SONIDEP est tellement modernisée que nous pouvons à l'occasion même organiser une journée porte ouverte pour que vous regardiez, pour que vous appréciez de vous-même les différentes innovations qui ont été apportées à la gestion de la SONIDEP. Je pense que avant mon arrivée, en tout cas à la tête de la SONIDEP, la SONIDEP ne fonctionne pas, en tout cas n'avait pas des indicateurs au jour le jour. Aujourd'hui, nous sommes dans un système de gestion intégré, JDE, qui nous donne des informations à temps réel. Nous avons accompagné cette gestion intégrée par une solution qui s'appelle ClickView, qui nous permet d'avoir des indicateurs qui clignotent au jour le jour. Donc, parler d'une mauvaise gestion, je me pose tellement de questions. Quels sont les critères que vous, les journalistes, vous utilisez pour apprécier une mauvaise gestion? Je sais que j'ai un personnel qui a un moral bien, en tout cas au top. Je sais que les conditions de travail sont garanties et je sais que je paye les salaires à terme échu. Et d'ailleurs, mieux, j'ai presque doublé l'effectif du personnel et j'ai pu multiplier le résultat par 2. Et encore mieux, la meilleure innovation et le meilleur cadeau que nous avons donné à la SONIDEP, c'est d'amener la SONIDEP vers la certification système management intégré, qualité, sécurité, environnement. Donc aujourd'hui, la SONIDEP a 3 certificats internationaux IRCA. Et d'ailleurs, à l'occasion, nous avons des auditeurs aujourd'hui certifiés IRCA sur les 3 normes dont je vous parle. D'ailleurs, moi-même qui vous parle, je suis certifié IRCA. Maintenant, je veux attirer votre attention, vous, en tout cas notamment la presse écrite. Quand vous écrivez des choses, s'il vous plaît, vérifiez d'abord. Je vais vous en raconter juste une petite histoire qui s'est passée hier, lorsque le journal Enquêteur a attaqué le directeur général de la SONIDEP. Aussitôt, le PCA, le président du conseil d'administration de la SONIDEP, a appelé le rédacteur pour lui demander, le promoteur de l'enquêteur, est-ce que vous savez que la SONIDEP n'a pas d'arriéré vis-à-vis de la SORAS? Il dit, je sais, mais quand j'appelle le directeur général, il ne prend pas mes appels. Alors ça devient un chantage. Donc, moi je pense qu'on n'a pas à se chanter. Je ne prendrai pas les appels de ce promoteur parce que je pense que je ne peux pas comprendre que ce monsieur qui a demandé un jour qui m'a demandé un service que je lui ai rendu volontairement et que le lendemain, il m'attaque dans son propre journal. Donc, c'est les raisons pour lesquelles je ne prends pas ces appels, je ne les prendrai pas. Je pense que il faut que ça soit clair que désormais,
la SONIDEP prendra toutes les dispositions légales pour entrer en droit par rapport à toute diffamation à son encontre.